Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour cette déjà dernière table de ce forum sur la bioéthique et l'environnement, les environnements. Je vous rappelle que toutes les tables rondes sont visibles en replay sur le site du Forum européen de bioéthique.eu. Et nous allons donc entamer cette dernière table ronde sur l'impact de l'environnement numérique sur l'environnement analogique. Je laisse la parole à Aurélien Benwalid pour modérer cette table ronde. Bonjour, merci à tout le monde, merci à nos trois orateurs qui nous font l'honneur de leur présence. C'est un peu le baroud d'honneur, la dernière table ronde. Donc j'espère qu'elle sera dynamique, que le public pourra intervenir et que l'on va échanger toujours avec cette idée de bioéthique. Alors dans bioéthique, il y a bio, qui vient de la vie. C'est donc une éthique de la vie, du vivant. Et le vivant a une certaine caractéristique qu'on va définir par rapport à quelque chose de plus récent, c'est que le vivant est analogique. Il repose sur des grandeurs physiques. Nous sommes faits de cellules qui utilisent de l'énergie, des molécules, des protéines qui vont être scindées, qui vont permettre de fournir un certain nombre d'énergie. Et pendant des milliards d'années, c'est comme ça que le monde a évolué. Puis est arrivée une nouvelle espèce de vie, peut-être pas de vie, probablement pas de la vie ou pas encore, on sera peut-être amené à en discuter, mais ce qu'on appelle le monde numérique qui lui repose plutôt sur les chiffres, comme son nom l'indique, et sur des structures faites de silice ou d'autres composés, et qui prennent de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes. Elles sont sur nos télévisions, sur toutes nos tablettes. Elles sont dans les informations qu'on obtient, dans les images que l'on a de l'infiniment loin, de l'infiniment petit, dans les données que l'on stocke sous forme de data qui sont toujours de plus en plus présentes, de plus en plus rapides à être dispatchées dans l'espace, avec parfois des données pertinentes, des données personnelles, des données sensibles, des données dangereuses, des données peut-être parfois totalement inutiles qui sont stockées, notamment quand on sait, j'ai entendu ça ce matin, qu'il y avait 30% des flux, alors je ne dis pas que ce soit particulièrement inutile, mais 30% du flux des data qui étaient liés aux vidéos pornographiques par exemple. Voilà, simplement pour se donner un peu la perspective dans tous ces pétaoctets d'informations, il y a probablement beaucoup de choses. Alors il y a quelques différences entre le numérique et l'analogique, au-delà de la composition structurelle, j'allais dire, mais c'est aussi, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, la manière dont on se fournit en énergie. L'être humain, lui, comme les autres animaux, alors les végétaux parfois utilisent plutôt l'énergie solaire, mais nous utilisons des énergies qui sont probablement des énergies très renouvelables, puisque ce sont des aliments qui peuvent pousser. On va casser dans nos mitochondries, qui sont les petits organelles à l'intérieur de nos cellules, eh bien on va fournir de l'énergie à partir de substances chimiques et d'aliments, et finalement on peut faire repousser ensuite ou élever des animaux, etc. Donc c'est vraiment une énergie, si elle n'est pas totalement propre, elle est en tout cas clairement renouvelable, là où les données numériques, elles, ont besoin globalement d'électricité. L'électricité, on le sait, ça fait partie des grandes questions et des grands enjeux qui nous ont intéressés, notamment ici au Forum européen de bioéthique. Eh bien, ça repose quand même beaucoup sur des énergies dites fossiles, ou alors difficiles à produire, ou coûteuses en tout cas pour l'environnement. Donc voilà, de plus en plus de données, peut-être même un jour le développement d'un métavers, mais qui ne s'écrira probablement pas VERT, mais plutôt VERS, parce qu'il a un coût important. Alors, dans le titre du forum de cette année, on a mis un S à environnement. Donc bien évidemment, là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en bonne partie de dire est-ce que ces échanges de données qui nous apparaissent totalement transparentes, quand on appuie sur envoi pour un email, on n'a pas l'impression d'allumer une lumière ou de faire marcher une machine. Et pourtant, cela évidemment a un coût, il n'y a pas de magie. Les choses ne vont pas d'un endroit à l'autre de manière totalement éthérée. Donc ça consomme de l'énergie, ça consomme même énormément d'énergie probablement. Et peut-être de plus en plus, c'est en tout cas ce que j'attends aussi de discuter avec les orateurs. Mais donc il y a un coût, il y a cet environnement-là, mais le numérique va avoir un impact sur d'autres environnements. Des environnements parfois qu'on a plus de mal à se faire une idée, mais c'est l'environnement du travail qui est une modification importante du rapport au travail, au niveau de l'éducation, même au niveau émotionnel, au niveau de la créativité. Peut-être qu'on parlera un peu de ChatGPT qui a fait son apparition il y a quelques semaines, mais qui occupe déjà beaucoup
qui nous occupe beaucoup et qui nous inquiète aussi vis-à-vis d'un certain nombre de points. On parlera peut-être aussi de ces grandes entreprises, les GAFAM, qui même si elles se disent ou elles se veulent sensibles à l'environnement, eh bien, ont besoin des énergies fossiles pour fonctionner. Et donc, il y a probablement une forme d'antinomie. Alors, est-ce qu'elles vont pouvoir continuer à se développer comme elles se développent actuellement? C'est des choses qu'on sera peut-être amené à discuter. Quelle gouvernance? Comment est-ce qu'on peut réguler justement ces opérateurs de données, ces grandes entreprises qui ne sont pas des structures gouvernementales et qui, voilà, comment endiguer ce tsunami numérique qui, depuis 20 à 30 ans, me semble-t-il, guère plus, a fait son apparition, avec peut-être même des problématiques encore plus vertigineuses de justice, d'inégalité sociale, d'accès au numérique, de surveillance de la vie privée, etc. Voilà, je vais leur laisser la parole, avec aussi peut-être un point positif. Ça pose des nouvelles questions et des problèmes, mais peut-être aussi que ça va nous apporter des solutions. Donc ce sont ces éléments-là qu'on va discuter. Je vais d'abord donner la parole à Romaric David, qui est adjoint au directeur du numérique de la région Grand Est. Vous êtes ingénieur en informatique et vous occupez un poste de recherche à l'Université de Strasbourg. Et vous êtes également responsable du data center de l'Université de Strasbourg et vous êtes très attaché aux économies d'énergie. Donc je ne sais même pas si tout le monde sait forcément ce que c'est qu'un data center. Donc voilà, je vous laisse la parole et, pour vous écouter sur ce sujet. Alors merci. Alors précision, je suis maintenant à plein temps à la région, donc je n'ai plus l'honneur de contribuer à la vie de l'université, mais j'ai effectivement contribué au projet que vous avez mentionné, donc on pourrait mettre été plutôt que est pour ce qui concerne l'université. Mais néanmoins merci et bonjour à tous. Alors là on a eu finalement quelques petits éléments de biologie, donc ça fait très finalement cours magistral. Alors je me suis dit que je pouvais vous rajouter quelques chiffres. Alors promis, on ne fera pas d'interro à la sortie de la salle, mais je vais quand même vous présenter quelques chiffres qui j'espère vont vous sensibiliser à l'impact réel du numérique, qu'on décrit comme plutôt virtuel, sur notre environnement et donc sur nos vies. Alors, comme donc, beaucoup d'éléments ont été donnés en introduction, donc ça me permet très facilement de rebondir, donc merci. Donc on disait effectivement qu'aujourd'hui, le numérique, ça fonctionne à l'électricité. Là, je pense que jusque-là, on ne vous a rien appris. Moi, je suis ingénieur, donc j'aime bien les chiffres. Voilà. Et aujourd'hui, alors quand on prend des chiffres sérieux, donc moi je m'appuie beaucoup sur les chiffres de l'ADEME, donc Agence maîtrise de environnement maîtrise d'énergie. L'ADEME nous dit que 10% de la consommation électrique annuelle provient des services numériques dans leur ensemble. Donc là, dès lors, voilà, donc 10%, c'est pas rien, c'est pas du tout. Enfin, on le voit, donc aujourd'hui c'est pas neutre. Et c'est comme si vous aviez un radiateur de 1000 watts alimenté sans interruption pendant 30 jours chez vous. Voilà. Ensuite, on va... donc là, c'est finalement... j'ai franchi volontairement une étape, c'est quand on est en train d'utiliser des services. Donc aujourd'hui, là, quand on est vidéo diffusé, etc., dès lors qu'on se met à utiliser ces services, eh bien, paf, ça nous coûte 10% de la consommation électrique annuelle. Avant d'utiliser un service, ces services ils passent par ce qu'on va appeler des biens supports, donc des data centers. Donc data centers qui sont des usines qui servent à contenir des serveurs. Voilà. Un serveur informatique, c'est un gros ordinateur qui va vous diffuser toutes les données que vous allez regarder sur votre smartphone. Voilà. Donc avant finalement de consommer ces services numériques, on va devoir produire les biens qui permettent de mettre en œuvre ces services numériques. Typiquement, pour produire cet objet-là, donc un smartphone comme vous en avez probablement tous dans cette salle, eh bien, finalement, pour un smartphone qui pèse 1 gramme n'importe quoi, il a fallu au moins 1000 fois plus de quantité de matière pour le produire en raison de l'extraction des minerais qui composent cet objet, en raison de la quantité d'eau qu'il a fallu dans les traitements chimiques pour produire l'objet, etc. Donc, avant même que vous l'utilisiez, eh bien, cet objet a déjà consommé de la matière, a déjà extrait de la matière finalement sur la Terre. Ensuite, on consomme, ça consomme 10% d'électricité, okay, et ensuite, on va avoir une autre difficulté, c'est que quand ça ne marche plus, on peut discuter du pourquoi ça ne marche plus, mais quand ça ne marche plus, il faut le recycler ou le réutiliser.
Là, je vous ai déjà donné 2 bons usages. Recycler ou utiliser ces objets, en fait, c'est pas simple pour tout un tas de raisons. Obsolescence programmée au niveau réutilisation et puis également intégration très poussée des différents composants au niveau recyclage. Donc le recyclage, c'est un sujet en soi. Voilà. Donc à retenir, même si on ne fait rien avec, tous les objets numériques, tous les biens supports sont polluants. Quand on s'en sert, ça consomme de l'énergie. Donc malgré le mix énergétique en France qui est très peu carboné puisque 75% de l'électricité vient des centrales nucléaires, malgré tout, l'image que vous pouvez garder en tête, c'est que vous pouvez vous présenter un petit pot d'échappement associé à chaque objet numérique que vous croisez, puisqu'il va consommer de l'électricité, donc il va consommer un peu de carbone. Voilà. Autre chiffre, peut-être pour vous sensibiliser à la consommation du numérique qu'on croit invisible, mais qui n'est pas invisible. Aujourd'hui, si vous étiez en mesure de détailler à l'extrême votre facture d'électricité domestique, vous vous rendriez compte que 1%, en fait, même au niveau, on va faire autrement. Je vais prendre la facture globale de la France, voilà. En fait, 1% de la facture d'électricité globale de la France, ça vient des box Internet que, habituellement, on laisse allumer chez soi H24, en raison des services qui s'appuient sur ces box Internet, etc., donc sur le réseau, pour fonctionner. Donc 1% de la consommation électrique en France, ça provient des box Internet, alors que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on planque derrière sa télé, dans sa cave, etc. Donc 1%, pareil, finalement, c'est pas neutre. Voilà. Que dire de plus? Dire effectivement que on ne va pas aujourd'hui faire sans le numérique, vraisemblablement ça ne marcherait pas. Ce qu'on fait aujourd'hui sans le numérique, on n'y arriverait pas. Donc la réglementation, donc en particulier la loi responsabilité de l'économie numérique, la loi REEN, va finalement fixer des objectifs de réduction sur la consommation numérique et une réduction, comment on réduit, je pense qu'on pourra en parler après avec les co-intervenants, on réduit par tout un tas de stratégies, par tout un tas d'ingénieries, finalement autour des techniques du numérique. Néanmoins, sans être ingénieur, déjà ce que vous pouvez retenir vous comme message, c'est que plus vous utilisez longtemps un objet numérique, finalement meilleur vous serez par rapport à l'environnement. Donc cet objet-là, un smartphone ou un PC portable ou ce que vous voulez, s'il vous plaît, utilisez-le très longtemps, comme ça au moins on limitera l'impact puisque ce smartphone-là, à nouveau, décidément, il s'en prend beaucoup aujourd'hui. Ce smartphone-là, le plus fort de son impact, c'est quand on le produit. Donc, au niveau environnemental, j'ai intérêt à en produire le moins possible. Voilà, en fait, ce que je voulais vous donner en première introduction. Donc, retenez qu'un objet numérique, ça pollue quand on le fabrique, ça pollue quand on l'utilise, et le recycler, ça va aussi polluer. En tout cas, c'est aussi un vrai sujet. Je vous parlerai peut-être tout à l'heure, à l'occasion des échanges, de ce que fait spécifiquement la région Grand Est dans ce cadre-là. Juste avant de passer la parole, pour rebondir sur ce qui a été dit sur l'aspect inégalité sociale dans l'accès au numérique, là c'est quand même un point de la région qu'on peut mentionner, c'est que si vous avez des enfants qui sont au lycée, vous avez vu que la région fournit un PC à chaque enfant qui rentre en classe de seconde, et un PC qui va l'accompagner au moins durant sa scolarité au lycée. Donc ça réduit finalement cette inégalité d'accès au numérique. Je pense être court, je n'ai pas été si court que ça, donc je vais m'arrêter pour l'instant. Merci. Merci. Jérôme Molly, vous êtes président de l'association Green IT et Sustainable IT Manager chez ManoMano. Vous êtes également développeur, ingénieur et consultant et vous prônez la sobriété numérique avec une diminution de l'empreinte carbone. Nous vous écoutons. Oui, donc bonjour à tous. Donc pour rebondir, puisque j'ai forcément les mêmes chiffres en entrée, merci. Pour rebondir dessus, moi je ne vais pas parler de chiffres, mais je vais plutôt parler d'ordre de grandeur pour les choses qui marquent un petit peu. L'empreinte environnementale du numérique en France, par exemple, c'est aujourd'hui plus que l'empreinte environnementale de l'aviation.
Si on veut comparer des choses comparables, donc les deux tournent, suivant les études, entre 2 et 4%. Voilà, aujourd'hui, le numérique est plus impactant, notamment en termes de gaz à effet de serre, que l'aviation. Est-ce que, donc quand on utilise un smartphone, évidemment, on ne se rend pas forcément compte, comme on disait, on ne voit pas le pot d'échappement du smartphone. Quand on voit un avion passer, déjà, ça parle un peu plus. Donc, je trouve que c'est une idée qui est intéressante d'avoir en tête. Dans les autres ordres de grandeur à avoir, c'est en effet sur le numérique, le principal impact environnemental du numérique est à sa fabrication. Et notamment lorsqu'on va extraire les métaux, les minéraux, etc., qui vont composer notre appareil électronique. Pourquoi? Parce que extraire des métaux, extraire des minéraux, c'est compliqué. Il faut creuser énormément de cailloux, puis faire des traitements chimiques extrêmement complexes pour pouvoir en extraire les quelques microgrammes d'or, de palladium, enfin voilà, tous les métaux qu'on peut connaître. Et c'est l'extraction donc de tout ça qui est vraiment le principal impact environnemental. Et c'est, je pense, une des choses qui fait qu'aujourd'hui, peu de gens se rendent compte de l'impact du numérique. C'est parce qu'en fait, quand on a un appareil numérique dans nos mains, en fait, on l'a au moment où il est le plus vertueux. C'est-à-dire, on n'a pas vu sa fabrication. Donc, on n'a pas vu, on n'a pas des mines à ciel ouvert en bas de chez nous, etc., etc. On n'a pas vu même éventuellement l'exploitation, puisque en plus, en général, il y a des problèmes humains d'exploitation, par exemple les mines de cobalt avec l'exploitation des enfants, ce genre de choses. Donc tout ça, on ne le voit pas, c'est pas chez nous. Ces métaux, ces minéraux, ils sont produits dans d'autres pays, et souvent parce qu'on ne pourrait même pas les produire ici pour des raisons justement de droits humains, de droit environnemental, etc. Ces équipements, ensuite, ils sont fabriqués, c'est pareil, dans des usines. En général, il y en a très très peu qui sont fabriqués chez nous. C'est fabriqué dans des pays à très bas coût de main-d'œuvre. Et ensuite, ils arrivent chez nous. Quand ils arrivent chez nous, super, on utilise le smartphone et c'est le moment où il est le plus propre. Et puis finalement, le nombre de fois où on va recharger notre appareil, où on va l'utiliser, sa consommation électrique, son émission de gaz à effet de serre due à l'énergie qu'on va consommer, c'est vraiment tout petit dans la durée de vie de l'appareil. Et enfin, quand l'appareil n'est plus fonctionnel, donc souvent un phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on ne se débarrasse pas d'un appareil électronique parce qu'il ne marche plus. On se débarrasse d'un appareil électronique parce qu'il rame, il est trop lent. Ou alors qu'on ne peut plus faire, il n'y a plus les logiciels, il n'y a plus les mises à jour, etc. L'appareil, il est encore physiquement parfaitement fonctionnel, mais on ne peut plus l'utiliser pour faire ce qu'on veut faire. Donc on s'en débarrasse, si possible en le mettant dans une filière de recyclage, donc voilà. Mais il se trouve que même sur le recyclage des déchets électroniques, il y a une partie non négligeable due à des trafics divers et variés, il y a une partie non négligeable de déchets électroniques qui atterrissent dans des pays du tiers-monde où ils vont casser les appareils. Et ensuite, en gros, ils brûlent tout pour récupérer les métaux facilement récupérables. Donc on ne peut pas tout récupérer parce que les métaux sont mélangés de manière tellement dense que c'est comme si on disait je fais une soupe de tomates et puis ensuite j'essaye de récupérer les tomates. Ça ne marche pas. Et donc ils brûlent tout et ils récupèrent ce qui est récupérable, donc l'or, le cuivre, voilà, quelques métaux facilement récupérables. Et donc là, de nouveau, l'appareil, il n'est plus chez nous, on ne se rend plus compte de ce qui se passe, mais il y a une possibilité que l'appareil soit cassé en petits morceaux, brûlé pour récupérer les quelques milligrammes d'or qu'ils vont contenir. Et donc, je trouve que c'est important d'avoir une idée de cette matérialité-là
quand on a un appareil dans les mains, justement, et en effet de se dire que en fait, un smartphone qui pèse quelques centaines de grammes, un ordinateur portable qui pèse 1 ou 2 kilos, en fait, c'est des tonnes et des tonnes de matériaux, et ça permet de se faire une idée plus précise de l'impact que ça peut avoir. Et ensuite, la dernière chose en introduction dont je voudrais parler, c'est la répartition aussi, puisqu'on parle souvent de réseaux, de data centers, etc. Donc, quand on regarde l'impact du numérique, donc, il faut voir 3 choses différentes. Donc, il y a le terminal utilisateur, le smartphone, le PC, votre télé connectée, votre console de jeu, l'appareil qui va vraiment consommer le contenu. Il y a le réseau qui va permettre de faire transiter toutes les données vers là d'où elles doivent venir. Et les fameux data centers qui vont fournir les données dont on a besoin. Quand on regarde ces trois parties-là, l'impact environnemental est très très largement du côté des appareils utilisateurs. Donc c'est quelque chose qui médiatiquement n'est pas forcément évident, parce qu'on aime bien taper sur les data centers, c'est facile, etc. Mais l'impact est très très largement côté utilisateur. Pour une raison toute simple, c'est que les infrastructures, donc réseau ou data center, pour les gens qui les opèrent, c'est un coût financier non négligeable. Construire un data center, c'est des millions et des millions d'euros. Et donc, c'est des infrastructures qui sont hyper optimisées, non seulement parce qu'elles ont, parce qu'il faut qu'elles aient un taux de fonctionnement qui soit hyper optimal, mais en plus, c'est un coût énorme pour les gens qui les opèrent. Donc, ils font en sorte, justement, de faire durer le matériel le plus longtemps possible et de faire consommer le matériel le moins possible, parce que c'est pareil, la facture d'électricité d'un data center, c'est astronomique. Donc, ils optimisent vraiment au max toutes ces choses-là. Et en fait, du coup, c'est plutôt côté utilisateur, notamment parce qu'on subit l'obsolescence. Notre smartphone, il ne va plus marcher parce qu'il n'y a plus les mises à jour, etc. Donc, on est un peu contraint et forcé de le changer. Mais c'est ce taux de renouvellement et ce taux d'équipement qui fait qu'on va, quand on regarde la grande facture, c'est plutôt côté utilisateur que l'impact se situe. Merci beaucoup. C'est vrai que loin des yeux, loin du cœur, on a le téléphone entre les mains et on ne se rend pas compte qu'il est produit dans une déchetterie qui est ailleurs et jeté dans une déchetterie qui est aussi ailleurs. Et c'est vrai qu'on se demande comment est-ce que c'est même possible, mais ça, je vous poserai peut-être la question un petit peu plus tard. David Gruson, vous êtes membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po Paris, fondateur de l'initiative Éthique IA, qui a été très récemment labellisée en garantie humaine de l'intelligence artificielle. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Vous êtes docteur en droit de la santé. Au Forum européen de bioéthique, on vous connaît bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous faites partie du conseil scientifique et parce qu'on a la chance de vous voir déjà depuis plusieurs années, de vous suivre à la fois dans l'évolution de votre carrière d'auteur, où on a pu lire avec beaucoup de plaisir Sarah 1 et 2 et la 3e mouture qui est Tu es Camus, que je ne peux que vous inviter à lire, parce que c'est très proche des questions de bioéthique, parce qu'on a l'impression que vous aviez quelques coups d'avance sur différentes questions, notamment par rapport à la pandémie, et là par rapport aux questions d'intelligence artificielle, c'est tout à fait évident. Donc je suis très honoré de vous laisser la parole. Un grand merci Aurélien, Maud, merci à Israël Nizan, toute l'équipe du Forum européen de bioéthique. Alors je vais venir peut-être en complément de ce que Romaric et Jérôme ont posé, peut-être en léger modulo, et en précisant tout de suite que je ne suis pas du tout climato-sceptique. Je pense que la catastrophe écologiste que l'on vit est l'un des 2 grands défis pour notre humanité en 2023, avec, on y reviendra peut-être, la préservation de notre
liberté avec l'extension du périmètre des algorithmes qui nous régissent. Et c'est intéressant, cette table ronde, de mettre en regard les deux aspects, l'écologie, le numérique, l'IA. Mais peut-être un petit mot, là, avec une casquette que vous n'avez pas mentionnée. Je suis directeur du programme santé de Lumines, qui est en fait une entreprise française qui produit du numérique, de digitalisation. Et peut-être, en complément de ce que vous avez dit, il y a effectivement un coût carbone réel du numérique que vous avez documenté, les chiffres le montrent. Mais si on regarde les choses, il faut peut-être établir une distinction entre ce qu'on pourrait appeler un numérique substitutif à l'activité physique et un numérique non substitutif. Ce qu'on fait avec Lumines, c'est que par exemple, on digitalise les flux de remboursement des mutuelles, les flux de remboursement des professionnels de santé, des patients. On a mis en place également des solutions d'IA, de digitalisation de l'admission des patients à l'hôpital pour exécuter les formalités en amont. Et là, les équipes RSE de Lumines ont fait une étude avec un cabinet un peu spécialisé sur ces questions qui s'appelle CERDA et qui a calculé en fait que le coût de substitution du numérique, la substitution d'une activité numérique à un processus physique, parce que vous voyez, quand vous faites, ça n'a l'air de rien, mais quand vous faites une feuille de remboursement papier, faut la poster, il faut un facteur, une voiture, il faut la retransporter. Et donc quand on met ça bout à bout, la digitalisation des activités pour les mutuelles, les hôpitaux, ce que l'on fait dans le domaine de la banque et de l'assurance, permet d'économiser 13 000 tonnes de CO2. Ça fait 520 000 arbres. Et là, je parle juste en différentialité. C'est-à-dire que l'activité numérique qu'on met en jeu, le coût des data centers, le coût du recours aux usages numériques a un coût carbone, qui, quand on fait l'analyse différentielle, permet quand même d'éviter 13 000 tonnes de CO2 au total. Et donc il y a, quand on veut affiner peut-être l'analyse, à se dire que dans le numérique, il y a peut-être deux segments. Et ça renvoie un peu à des messages que vous avez fait passer. Ça renvoie aussi, et c'est très bien que la région se saisisse de ces outils, qui est des acteurs du numérique qui interviennent sur le domaine du Green IT. Parce qu'il y a des activités qu'il faut sans doute promouvoir dans un souci écologiste. Le numérique qui vient remplacer des flux physiques dont on pourrait se débarrasser, y compris pour des raisons très pratiques, le fait d'éviter à une personne âgée ou à ses proches d'aller remplir un dossier d'admission en EHPAD et de pouvoir le faire depuis chez elle, ça peut poser des vraies questions d'accès aux services sanitaires et médico-sociaux dans la ruralité ou dans les quartiers urbains difficiles. Donc, et ça économise du carbone. Mais à côté de ça, vous avez un numérique non substitutif qui correspond à une activité nouvelle ouverte par le numérique, le screening sur nos plateformes, la mise en place d'activités qui n'existaient pas avant le numérique et qui ont un coût réel et pour lequel sans doute il y a des pratiques éducatives à avoir. Alors je suis peut-être comme un certain nombre d'entre vous abonné sur une plateforme. Est-ce que j'arriverai à m'en défaire? Peut-être si on me l'imposait. De ma volonté propre, sans doute pas. Je suis un peu addict. Mais donc du coup, ça veut dire que peut-être je dois adapter mes comportements pour que ce coût carbone lié à un usage numérique non substitutif, je le récupère autrement, en prenant moins ma voiture, en faisant des économies par ailleurs. Mais je pense qu'il y aurait à faire cette étude un peu au global et la perception des choses est sans doute que le numérique substitutif génère un effet de gain pour l'environnement, peut-être au moins autant significatif que le coût qu'il représente par ailleurs pour le numérique non substitutif. Il faudrait l'étudier, voyez, en différentialité, ou en tout cas ça mériterait d'être regardé, parce que contrairement à l'activité, vous voyez par exemple, vous faisiez le parallèle avec le coût carbone de l'aviation, et vous avez sans doute raison, le coût carbone pur ou la part de la consommation, la part de la consommation d'énergie, c'est ça, c'est pas tout à fait le coût carbone du numérique et de l'aviation est peut-être le même, mais dans le coût carbone du numérique, il y a une partie qui vient en diminution massive de coût carbone généré par les activités réelles qui l'a remplacé, alors que dans le coût carbone de l'aviation, ça remplace rien, quoi. Et donc il y a peut-être à avoir cette analyse différentielle pour préciser le débat et pas crier du point de vue écologiste, je parle, systématiquement haro sur le numérique, parce que on risque en fait, de faire pire que mieux en termes environnementaux si on a une approche complètement négative de ces questions.
Merci. Alors, quand je vous écoute, je vais peut-être vous laisser un peu chacun la parole pour vous exprimer sur cette question-là, qui n'est pas vraiment une question, mais qui est d'abord plutôt une interrogation. Alors, excusez-moi par avance, hein, mais je suis très inquiet pour vous. Parce que moi, alors c'est probablement parce que je sors de quelques jours du Forum européen de bioéthique, où on a parlé d'environnement, et où on a parlé d'un péril qui toquait à la porte de la chambre à coucher déjà, hein, parce qu'il est déjà passé par le salon, la cuisine et la salle de bain. Et on est derrière la porte et on attend. C'est l'impression que j'ai en tout cas après avoir suivi un petit peu les débats. Et on est en train de se poser la question de savoir, bon, l'avion, ça va peut-être pas être aussi utile que ça. Peut-être, même se chauffer, on est prêt à rogner. Donc en termes de pyramide des nécessités, l'impression qu'on a, une fois de plus, elle est biaisée par un forum européen de bioéthique qui s'achève. On est tous un peu tristes que ça s'arrête aussi, donc on a un peu de pessimisme, mais on a l'impression en tout cas que l'enjeu qui est près de nous est assez loin de ce que le numérique est capable de proposer. Alors je travaille dans le milieu de la santé. Je sais bien que le numérique a un apport très important. Mais au-delà de ça, les téléphones, les applications, les moteurs de recherche un peu rigolos, qui font des dessins tout seuls, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que ces choses-là vont avoir un avenir? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à discuter de cette table ronde et des enjeux de l'intelligence artificielle compte tenu de l'urgence climatique? Peut-être quand même pour réagir par rapport à la pyramide des besoins. Aujourd'hui, pour moi, le numérique, il est, pour moi en tant qu'usager, hein, comme vous dans la salle, le numérique, il est quand même assez tôt dans la pyramide des besoins. C'est-à-dire que si vous avez déménagé récemment, vous êtes vraisemblablement soucié assez tôt de la connectivité Internet de votre domicile. Voilà. Moi, quand j'ai déménagé en 2017, le numérique et Internet étaient là avant moi dans la maison. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire, pour moi, donc ça vient assez tôt, donc c'est un usage aujourd'hui. Enfin, ce n'est évidemment plus un loisir, c'est un must pour s'intégrer aujourd'hui en tant qu'individu dans la société. Et en termes, on parlait avant d'usage substitutif. Aujourd'hui, il y a tout un tas d'usages pour lesquels on n'a pas de substitution par rapport au numérique. C'est-à-dire qu'on voit bien quand un hôpital se fait cyberattaquer, il en est à déprogrammer des soins parce que la quantité d'activité qu'il arrive à faire en tout papier, elle est extrêmement réduite finalement par rapport à l'activité normale. Et l'activité normale, elle n'est pas là pour faire plaisir au patron de l'hôpital, elle est là parce qu'il y a un besoin de santé sur le territoire. Donc il y a effectivement des besoins qu'on peut susciter, mais il y a aussi des besoins pour lesquels, des usages numériques pour lesquels il n'y a pas aujourd'hui de substitution. Voilà, c'est aussi le numérique qui est la porte d'entrée et le point de fragilité. Tout à fait, mais pour autant, je pense que si on avait voulu construire finalement, restons sur l'hôpital aujourd'hui sans le numérique, peut-être qu'on n'y serait pas arrivé. Donc on ne peut pas dire finalement, le numérique est là, on s'en sert, c'est extrêmement constitutif, c'est extrêmement, comme j'ai dit avant, précoce, précurseur, voire précurseur, osons le terme, dans la pyramide des besoins. Donc aujourd'hui on construit avec. Et on essaye, je pense que c'est un peu le message qu'on essaye de faire passer ici sur cette table ronde, c'est on essaye de vivre le mieux possible avec pour qu'on puisse justement continuer. Et le fait qu'il y ait finalement des cyberattaques, et les cyberattaques en fait elles ne sont pas dues au numérique. Le numérique c'est juste un vecteur d'actes malfaisants qui en profitent. Mais ces actes malfaisants auraient très bien pu utiliser un autre canal. Voilà. Donc tout ça pour dire que c'est un usage aujourd'hui évidemment indispensable. Il n'y a pas d'usage de substitution, donc on essaye finalement de faire avec au mieux, d'anticiper pour pouvoir, pour que la société soit durable et numérique. Voilà. Jérôme Molly. Oui, je rejoins tout à fait l'idée que voilà, l'idée à faire passer, c'est surtout que le numérique peut être durable, qu'il y a des usages pour lesquels il est hyper utile, voire essentiel. Et aujourd'hui, dans le milieu médical, notamment, alors moi je ne suis pas expert du milieu médical, mais enfin, je me dis, voilà, aujourd'hui, une IRM sans numérique, je vois même pas comment ça pourrait marcher. Donc tout ce qui peut être traitement de dossiers, etc., etc. Donc clairement, c'est un moteur qui permet d'avoir un niveau d'optimisation énorme. La question, pour moi, elle est plutôt de se dire, justement, sur les usages utiles ou non utiles du numérique. Et aujourd'hui,
c'est plutôt les usages non utiles quand on parle justement sur la grosse masse et sur le taux de renouvellement des équipements, des particuliers, etc., etc. Sur cette grosse masse-là, c'est quand même énormément drivé par des usages justement pas forcément, moi aussi, si demain on me coupe mon compte Netflix, je vais pas être content. Mais par contre, il y a quand même énormément d'usages. Par exemple, les plateformes d'échange, les réseaux sociaux où on s'échange des vidéos, des choses comme ça, donc qui peuvent, dans une certaine mesure, oui, avoir une utilité sociale, etc. Maintenant, est-ce que le coût global de tout ça par rapport à l'utilité sociale que ça a, est-ce que le coût, il est vraiment pertinent? Et pour rejoindre justement la part de se dire, voilà, quand est-ce qu'on est mieux, quand est-ce qu'on est moins bien. Donc ça, il y a des méthodologies qui existent pour le calculer. Il y en a une notamment qui s'appelle l'analyse de cycle de vie, donc qui est hyper connue. Enfin, les industriels l'utilisent déjà quand on fait une voiture. On analyse l'impact du cycle de vie d'une voiture. Quand on fait une chaise, c'est pareil. Aujourd'hui, on commence à savoir calculer des analyses de cycle de vie dans le milieu du numérique. Et donc, c'est de se dire, prendre un billet de train sur Internet, voilà, combien ça coûte environnementalement parlant. Et c'est là, justement, où on arrive sur des résultats hyper intéressants, de se dire, est-ce que la version numérique de mon service est plus efficiente, moins efficiente que la version, entre guillemets, analogique, et où on peut se poser des vraies questions, sachant que le résultat de l'analyse de cycle de vie est d'ailleurs pas toujours en faveur du numérique. C'était La Poste qui avait fait une étude, bon, c'est La Poste qui a fait l'étude, mais dans certains cas, le papier restait plus intéressant. Donc c'est aussi intéressant de le noter. Et je pense que d'une manière générale, c'est ce genre de questionnement qu'on doit vraiment avoir quand on construit un service numérique. C'est voilà, quelle va vraiment être son utilité et surtout comment est-ce que je fais le service qui me rend l'acte métier dont j'ai besoin et pas plus. Parce qu'en fait, c'est le plus qui est en train de tuer, entre guillemets, le numérique. C'est qu'on essaye toujours d'en rajouter plus. Et au bout d'un moment, on arrive dans une espèce d'obésité des logiciels et des usages. Vous allez sur certains sites internet, je veux dire, ça devient illisible tellement on essaye de nous bombarder d'informations, plus d'essayer de placer quelques pubs, plus essayer de faire clignoter quelque chose pour attirer notre œil, etc. Et déjà, c'est illisible, donc déjà, même pour le lecteur, c'est pas forcément agréable. Mais en plus, ça a un point environnemental pour un service qu'on ne rend pas. Parce qu'en fait, l'utilisateur, en fait, il veut juste lire son article de presse ou j'en sais rien, ou acheter son billet de train, ou etc. Et donc, c'est vraiment essentiel si on veut que le numérique dure, dans le sens où le numérique, on en a parlé tout à l'heure, mais utilise des métaux, des minéraux, de l'énergie, etc. Tous ces éléments-là, ils sont non renouvelables. Donc on peut récupérer une partie de la matière, donc ce que je disais, on peut récupérer le cuivre, on peut récupérer l'or, etc. Il y a une énorme partie qui est quand même perdue, définitivement. Donc le numérique est une ressource non renouvelable, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on ne sait même pas si dans 50 ans, 100 ans, on sera encore capable de construire des ordinateurs, des IRM, des smartphones. Et donc, du coup, il y a deux solutions. Soit on va avoir besoin de choisir, et ça va être compliqué, parce que qu'est-ce qui est plus important entre une voiture électrique, une IRM, une éolienne, un smartphone ou une box de jeu? Voilà, qu'est-ce qui est le plus important et surtout, qu'est-ce que les gens vont être prêts à payer? On ne sait pas aujourd'hui. Et du coup, plutôt que de se dire...
on va en arriver au moment où il va falloir choisir comme ça degré de force. Il serait important de se dire comment est-ce que je fais durer ce que j'ai actuellement le plus longtemps possible, justement. Et comment est-ce que je fais en sorte que mon taux de renouvellement de mes appareils ralentisse. Comment est-ce que je fais en sorte que mes serveurs informatiques dans mon data center puissent rendre un service le plus longtemps possible et que vraiment, quand les appareils, on s'en débarrasse, c'est qu'ils sont hors service, pas qu'ils sont trop lents. Donc, et quand on réfléchit comme ça, du coup, on en arrive à ce qu'on appelle l'éco-conception, donc qui est connue, c'est pareil dans le monde entre guillemets réel, avec quand on fait une voiture, une table basse ou quoi, l'éco-conception, on sait ce que c'est. C'est voilà, prendre en compte les impacts environnementaux de ce qu'on fait et essayer de les minimiser. Dans le numérique, en fait, on peut faire exactement pareil. Et du coup, l'idée, c'est de se saisir de ces bonnes pratiques d'éco-conception pour rendre le meilleur service pour un coût environnemental minimal. Merci pour ces éclaircissements. David Gruson, je vais vous laisser la parole, mais je vais juste rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la pyramide des nécessités et aussi au fait que si on vous enlève votre abonnement Netflix, vous serez un peu perdu. Moi aussi, je vous rassure. Et puis, je souffre également de nomophobie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, quand on est très inquiet d'avoir perdu son téléphone portable. Cependant, et là aussi, je suis désolé de remettre ça en perspective du fait de cette éco-anxiété qui a fini par me gagner progressivement au cours de la semaine, mais on ne peut pas non plus mettre sur le même niveau le fait de ne plus avoir de téléphone portable avec les différentes applications et le fait de ne plus pouvoir survivre dans un environnement. Donc je pense qu'en termes de... Il y a peut-être aussi d'ailleurs de la part des vendeurs et des concepteurs de ces téléphones portables, cette envie de venir nous insuffler le désir et l'impression de nécessité ultime ou de caractère très essentiel de l'outil. David Gruson, je vous laisse la parole parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé dans les établissements publics de santé où on a l'impression qu'effectivement, là, le numérique a une importance tout à fait capitale. Oui, et comme Romaric le disait, il y a des choses qu'on ne saurait plus faire du tout sans le recours au numérique dans la prise en charge des patients, dans le diagnostic, le traitement d'images par intelligence artificielle. Ça amène des avancées tout à fait majeures et dont il faudrait faire le bilan carbone du strict point de vue écologique, mais qui sont des activités absolument essentielles, incontournables sur l'activité de soins. Je pense que ce qu'a dit Jérôme à l'instant était tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'il y a de bonnes pratiques du numérique du point de vue des utilisateurs et des concepteurs. Et derrière, ça suppose qu'on puisse les identifier et les choisir. Ça suppose qu'on puisse avoir la force individuelle ou la force collective du point de vue politique, de faire ses choix pour identifier ce qui est le bon et le pas bon numérique par rapport à la préoccupation écologique. Et la question qui moi m'intéresse vu du côté algorithmique, du côté de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a, pour moi, il n'y a pas de contradiction de principe entre l'IA et l'écologie, parce que si, à supposer, faisons l'expérience de penser ensemble un instant, à supposer qu'on puisse paramétrer une IA pour assurer notre survie du point de vue écologique, elle prendrait toute une série d'options dans notre vie de tous les jours qui réduiraient notre consommation carbone. Elle nous imposerait de ne plus prendre l'avion, elle réduirait jusqu'au point nécessaire le chauffage de nos appartements, elle agirait selon un prisme complètement rationnel pour assurer notre survie du point de vue. Est-ce qu'elle réduirait le numérique? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'elle ferait exactement le départ des choses entre ce qui est substitutif et ce qui ne l'est pas. Elle supprimerait tous les usages non nécessaires d'outils numériques. Elle agirait en rationalité pure pour nous protéger de nous-mêmes. Finalement, quand vous tracez la courbe entre qui est celle qui anime le Forum européen de bioéthique depuis 5 ans maintenant sur ces sujets d'IA et d'épidémie, quand vous regardez la période du Covid, c'était une période très peu consommatrice en carbone. Vous voyez, il y a un point de tension
entre le fait d'assurer ce que j'essaie d'aborder dans le livre que vous présentiez tout à l'heure, entre notre impératif de survie comme espèce humaine et l'exercice de nos libertés. Et c'est là où la réflexion par rapport à l'IA est intéressante, parce que si on n'est pas capable de se prendre en main nous-mêmes en faisant des choix éclairés suffisamment forts le moment venu, les choix seront faits par d'autres, dans des cadres moins démocratiques, ou par la machine, sans même peut-être qu'on s'en aperçoive. Et donc il y a un point, je pense, assez important. Est-ce qu'on est capable, individuellement, collectivement, d'avoir un usage raisonnable, raisonné, du point de vue écologique du numérique? J'en suis pas sûr, mais le pire n'est pas sûr. On va mettre de la positivité, hein, Aurélien, parce que je vous sens un peu en bad mood là, en fin de forum européen. Et vous mentionniez, ça c'est une bonne nouvelle, le fait que là on déclenche une labellisation en garantie humaine de l'IA. Alors je le dis non pas pour nous envoyer des fleurs, mais pour les envoyer plutôt au forum. Parce que l'idée de garantie humaine est vraiment une co-construction de ce que l'on a fait ensemble. Donc on a présenté avec Etikia et avec le Digital Medical Hub de l'AP-HP, la première labellisation qui est endossée par le ministère de la Santé en garantie humaine des outils numériques et d'IA. Le fait d'établir une supervision régulière par des professionnels de santé, des représentants des patients, et le DMH de l'AP-HP qui est en fait un peu leur instance qui va mettre au banc d'essai des outils numériques, inclut dans ses paramètres d'évaluation des outils numériques le bilan carbone. Ce qu'on fait avec Etikia, c'est plutôt le monitoring de l'IA sur le fait qu'elle va rester sous supervision, mais ça fait partie des critères de bonne évaluation de ces outils numériques. Est-ce qu'on peut les garder sous contrôle et est-ce qu'ils ont un bilan carbone positif, quoi. Donc le développement de démarches de ce type est important. La question est, est-ce qu'on va assez vite par rapport à la diffusion de la technologie? J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, alors rappelez-vous, si vous êtes cinéphile, la question de est-ce qu'on peut arrêter le numérique, l'intelligence artificielle était déjà posée par Kubrick il y a, je pense, quasiment 40 ans dans 2001 Odyssée de l'espace. Voilà, c'est une question qui reste, malgré tout, je pense, qui reste extrêmement d'actualité. Pour vous en convaincre, on peut faire un petit test. Supposons que vous ayez envie d'aller acheter un produit, alors non numérique, super bien dans une boutique, là, mettons qu'elle est un peu loin d'ici, elle est une demi-heure d'ici à pied. C'est un effort, il faut le faire. Quoi, voilà. Vous avez la flemme, comme tout le monde, comme je l'aurais aussi. Vous regardez sur votre smartphone, sur un moteur de recherche, par exemple californien, si la boutique est ouverte. Maintenant, vous avez le dilemme. Le site vous dit la boutique est fermée. C'est là où il faut faire appel à son esprit critique. On se dit, bon, quand même, une boutique comme ça, qui est certes à une demi-heure d'ici, mais là, on est samedi, il n'est pas encore 17h, le site me dit que la boutique est fermée, j'ai un doute. Malgré tout, combien d'entre vous oseront affronter ce doute pour vous dire, bah, j'y vais quand même? Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est, j'en sais un chiffre comme ça, je pense qu'on est à un tiers des personnes vont affronter ce doute pour se dire, j'y vais quand même. Et deux autres tiers vont dire ce moteur de recherche californien a sûrement raison, je fais autre chose, je vais acheter un truc moins bien à une boutique plus proche. Voilà. Tout ça pour rappeler que le numérique est un outil, que l'esprit critique effectivement va venir du régulateur, du législateur qui va dire voilà, on va mettre des comités d'éthique, des comités X ou Y qui vont répondre à une question importante. On peut aussi, nous, en tant que citoyens, conserver cet esprit critique et pour revenir au sujet du début du débat, s'organiser pour que finalement notre impact numérique soit le plus faible possible. Et je dis organiser à dessein, puisque par exemple, si vous avez une bonne idée qui est de dire voilà, là, le vieux PC que j'ai chez moi, je vais par exemple le donner à une institution. Quand on est une collectivité comme la région, ça c'est des choses qui se structurent et il y a une démarche très très volontariste porté entre autres par Lorraine Ciencio à la région, qui a dit voilà, on va essayer de structurer le don d'une partie du parc de PC qui sortent du parc de la région pour les donner à Emmaüs Connect. Et aujourd'hui, l'an dernier, sauf erreur, fin 2022, on a réussi à donner 200 PC à Emmaüs Connect sur un parc en tout qui est de 2800 postes, donc c'est pas rien, mais on pourrait aussi faire plus. Et je dis bien on a réussi, puisque dès lors qu'on veut le structurer, on passe par tout un tas de démarches réglementaires qui ont été faites, et donc aujourd'hui la région a le canal pour prolonger la durée de vie de ces équipements en les transmettant à une association Emmaüs Connect qui est experte en réemploi et en reconditionnement également. Voilà.
Merci. Donc, on voit bien que ça, c'était quelque chose qu'on a abordé aussi tout au long de la semaine. Il y a la responsabilité individuelle. Peut-être que Green IT, je travaille aussi justement sur cette sensibilisation-là. L'échelle plus collective, mais à une échelle plus raisonnable, comme la région, et à l'échelle également nationale, voire internationale, sur les échanges de data. On n'est pas tout seul. Je pense que la France ne peut pas non plus agir de manière isolée. Alors, peut-être chez Green IT, à quel étage est-ce que vous intervenez? Sur quel type d'action vous intervenez? Tous, en fait. Ça fait beaucoup de boulot. Non, enfin, vous venez de résumer vraiment tous les niveaux d'intervention possibles, sachant que la manière dont on va intervenir va être différente, justement, suivant les niveaux d'interlocuteurs. Donc, pour des individuels, c'est des bonnes pratiques, et on n'est pas les seuls à les diffuser. L'ADEME, de mémoire, a diffusé aussi un certain nombre de bonnes pratiques. HOP, Halte à l'obsolescence programmée, en diffuse aussi. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup d'associations qui essayent d'avoir des réponses très simples en disant moi, individu, qu'est-ce que je peux faire pour donc ça se trouve assez facilement. Et ensuite, il y a l'échelle, en effet, des entreprises, des organisations. Donc là, évidemment, il faut qu'elles se saisissent du sujet, mais heureusement, c'est un sujet qui commence à venir régulièrement sur la table. Donc aujourd'hui, il y a peu d'organisations qui n'ont jamais entendu parler de Green IT ou de numérique responsable. Donc ensuite, bon, il y a en entendre parler, il y a le mettre en œuvre, c'est deux choses différentes, mais ça commence à arriver. Et donc là, ça passe soit par de l'apprentissage, il y a des formations Green IT, il y a tout ce genre de choses, dans un cadre professionnel évidemment. Et puis ensuite, il y a tout simplement les faits et les chiffres. Quand on a appris à mesurer son impact environnemental à l'échelle d'une organisation, on regarde où on en est, on mesure, et puis on essaye de voir est-ce qu'on peut aller vers mieux. Donc voilà, vers plus efficient, etc. Et ensuite, il y a les législateurs, où en effet, il faut aussi faire déjà de la vulgarisation et de l'accompagnement, parce que c'est pareil, c'est des gens, ils ont beaucoup de choses à gérer, donc ils ne sont pas forcément hyper au fait de toutes les subtilités techniques et technologiques qu'il peut y avoir derrière. Et les accompagner de façon à ce que le cadre réglementaire évolue. Donc on parlait de la loi Rennes qui est sortie l'an dernier, qui pose un premier cadre là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'instant cocorico, mais en fait, la France est le seul pays du monde à avoir une loi qui fait un embryon de lien entre numérique et impact écologique. Il n'y a aucun autre pays qui a aujourd'hui ce niveau-là. Et d'une manière générale, d'ailleurs, en France, il y a un très, très, très bon niveau de maturité sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, mais en tout cas, c'est bien. C'est bien. Et on voit que, côté Green IT, par exemple, les études qu'on diffuse, et surtout, les personnes qui réalisent ces études-là sont sollicitées au niveau de l'Europe, à l'international, etc. Parce qu'en fait, on a des méthodos et on a des savoir-faire qui n'existent pas ailleurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Et ensuite, au niveau de l'Europe, notamment, ça bouge aussi pas mal sur le sujet. Alors, pas sur le sujet du numérique en particulier, mais en tout cas sur le sujet de la clarification par exemple, ça évolue là pas mal au niveau de tout ce qui est allégation environnementale. Donc en gros, quand on dit mon produit est vert, mon produit est écologique, pour l'instant, c'est assez léger en termes de réglementation. On peut facilement dire mon produit est super écolo, alors qu'en fait pas du tout. Là, ils sont en train vraiment de faire évoluer les choses de façon à ce que si on dit mon produit est vert, il va falloir le prouver. Et le prouver notamment par des méthodologies un peu plus scientifiques. Et donc là, ça va devenir intéressant entre guillemets parce que du coup, ce sera
j'espère, c'est pas encore passé, mais ce sera un début de législation anti-greenwashing. Donc je pense que ça fera du bien à tout le monde. Merci. David, vous voulez... Non, pas mieux. Pas mieux. Il faut aller évidemment à fond vers ça. Et on voit que ces démarches-là de prise en compte de cette dimension écologique dans le numérique sont non seulement nécessaires, c'est bien que la France soit en avance. Et je pense que vis-à-vis des acheteurs de solutions numériques, c'est déjà et ce sera de plus en plus un critère. Et je crois à l'impulsion politique, à la régulation, mais je crois aussi ça va peut-être vous paraître paradoxal, à la logique de marché. C'est-à-dire que si on arrive à intégrer cette dimension dans la logique de marché, ça devient de plus en plus un critère. Et il faut qu'on ait aussi des bons stimuli dans les mécanismes de marché pour injecter ces éléments-là. Et on est quelque part entre la régulation et le cycle économique. On parlait du numérique en santé. Par exemple, dans le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle qui entrera en vigueur dans 2 ans, intègre ces critères environnementaux, mais aussi la garantie humaine, la supervision humaine, comme un critère d'obtention du marquage CE et d'actualisation, et comme un élément facilitant l'admission au remboursement par la sécurité sociale. On est dans le mécanisme de marché, et c'est à ce niveau-là qu'il faut injecter ces critères de régulation éthique pour qu'ils soient absorbables aussi pour les innovateurs, pour ne pas les bloquer. Je pense que c'est ça les deux paramètres tout à fait complémentaires. Merci. Peut-être avant de donner un petit peu la parole au public, parce que ça fait partie des us et coutumes du forum, j'aimerais vous faire un peu réagir sur les autres environnements, l'impact du numérique sur l'environnement. Je pense, et c'est bien normal que l'environnement au sens écologique du terme occupe soit notre principale préoccupation pour ce forum, mais l'être humain a quelques spécificités dans le monde animal qui lui confèrent aussi d'autres types d'environnements, culturels, créatifs, au travail. Et là, je dois dire que ces dernières semaines ont été d'une telle richesse sur le plan de l'évolution, notamment de l'intelligence artificielle, qui est peut-être un peu le bras armé, on va dire, du numérique, que ça donne un peu le vertige. Alors tous les médias s'en emparent, rapidement on observe quand même un peu les limites de ce qu'on nous propose, mais on reste à l'état de sidération en se demandant mais jusqu'à quel point est-ce que cela va prendre une place importante dans nos vies et va peut-être même s'octroyer quelque chose qui était avant vraiment l'apanage de l'être humain. Laissez parler votre créativité, votre imagination. Je sais pour l'auteur de science-fiction que vous êtes, qui aura probablement beaucoup d'idées, mais voilà, quelles attentions particulières vous porterez? On peut le voir pour le numérique comme pour beaucoup d'autres évolutions technologiques. Il y a un aller-retour fréquent entre ce qui est du domaine de l'art, ce qui est du domaine de l'innovation, ce qui est du domaine de l'usage courant. Et effectivement, donc, autant il y a quelques années, utiliser le numérique dans l'art, c'était totalement, ça pouvait être relativement marginal. Là, on voit bien que c'est maintenant hyper fréquent. Et maintenant, ce qu'on va voir, c'est que ces nouvelles formes finalement de numérique, comment ne pas parler de ChatGPT, vont inévitablement intégrer l'art pour ensuite donner des nouvelles idées qui vont avoir un débouché, un vrai usage. Voilà. Donc ça, c'est effectivement très très intéressant à observer, mais toujours néanmoins en gardant l'esprit critique, en se rappelant que c'est un outil, tous ces outils sont des outils créés par l'homme, donc qui ne reflètent qu'un certain type de pensée pré-injectée finalement dans ces outils-là, et donc pour certains outils, c'est du radotage intelligent, parfois très très rigolo. Demander à ChatGPT de vous expliquer la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule, c'est très très intéressant. Voilà. Donc c'est du radotage amusant, et de ce fait, on est presque déjà finalement dans le surréalisme. Voilà. Romaric, Jérôme, Molly. Ouais, sur ces outils-là, moi je suis assez, pour l'instant, assez circonspect. Donc je vois bien l'énorme
l'énorme bond en avant que ça peut représenter. Je me laisse encore un petit peu de temps avant de me forger une opinion. Non, tout simplement parce qu'on voit aussi que, et là, c'est rattrapé par les contraintes économiques. Aujourd'hui, le métaverse, ça se casse la gueule, on peut pas dire autrement. Il y a des coupes d'effectifs monstrueuses chez les gros éditeurs de solutions. Donc c'est que l'équation économique, elle n'est pas là. On a vu sur tout ce qui est crypto-monnaie le même genre de phénomène se produire assez récemment. Donc voilà, sur la partie ChatGPT, ils sont passés à un abonnement payant là, à 20 ou 40 $ par mois il y a quelques jours. J'aimerais bien voir déjà le taux d'utilisation une fois qu'il faudra payer pour utiliser, parce qu'en fait c'est pas magique, hein. Je veux dire, il y a des fermes et des fermes justement de serveurs qui font tourner la machine, ça a un coût, donc maintenant qu'il va falloir payer pour, j'attends de voir. Alors le temps, j'allais dire, autant sur le plan de l'écologie, il y a une urgence qui maintenant est importante, mais est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce qu'on a le temps de se dire, bon, on va regarder comment ça se passe? J'ai l'impression que ça va à une telle vitesse qu'il faut se poser la question de l'éthique et de la bioéthique maintenant. C'est un peu le fil rouge de ce qu'on se dit depuis ces 5 dernières années au sein du forum. D'ailleurs, comme le sujet continue d'avancer, vous continuez à m'inviter, donc ça c'est une bonne nouvelle. Mais pour venir sur le fond des choses, je pense que ce que ça illustre, c'est le caractère fondamentalement discontinu de la courbe d'innovation en intelligence artificielle. Vous avez des domaines qui avancent très très lentement. Des sujets sur lesquels l'outil algorithmique n'arrive pas à accrocher. Et puis à côté de ça, vous faisiez référence à ce petit bouquin Sarah. Donc je l'ai écrit entre 2015 et 2017. Il est publié en 2018. Et donc j'imaginais en fait une IA capable de produire un vaccin. Et donc l'action du livre se passe en 2025. Et honnêtement, quand j'ai écrit le livre, j'imaginais pas que ça puisse arriver avant 2030 et 2040. La première production d'un vaccin adjuvant à la grippe saisonnière, c'est une équipe de l'université Flinders en Australie en 2019. Sarah, c'est une IA qui incorpore un module très très évolué d'agent conversationnel, capable d'imiter le langage humain et d'imiter nos voix de manière très très fluide et naturelle. Je n'imaginais pas ça avant 2030. C'est le monde de 2023. Et vous voyez, sur ces deux fonctions-là, on a une progression complètement discontinue d'innovation en IA. C'est pour ça qu'il faut la garantie humaine. Alors la France a été précurseur, comme sur la partie numérique écologiste, et c'est bien. Le forum y a directement contribué, puisque c'est dans ce cadre de nos débats qu'a été... C'était un lieu de peser au sens citoyen du terme très important, hein, pour arriver à l'article 17 de la loi de bioéthique qui rend obligatoire la supervision humaine des algorithmes d'IA en santé. Et ce socle de l'article 17 de la loi de bioéthique a été injecté dans les articles 14 et 29, 14 côté concepteur, 29 côté utilisateur de tous les systèmes d'IA au niveau européen. Et ça entrera en vigueur comme le règlement général sur la protection des données, le RGPD, avec la même force contraignante juridiquement et financièrement dans 2 ans. Simplement, la question qu'on se pose là dans le Forum européen de bioéthique de 2023, à la lumière de ce moment de rupture discontinue d'innovation en IA, 2 ans c'est long. Et il va falloir sans doute aller plus vite que ça. Il va falloir mettre en place la garantie humaine plus tôt sur les domaines les plus sensibles pour pouvoir être à la hauteur des choses. Parce que le pire n'est pas sûr, mais je pense que si ChatGPT a une vertu, c'est que chacun comprend que le risque d'un brouillage complet du réel, ce que Paul Václavic appelait dès 1978, c'est son livre de référence, La réalité de la réalité, il décrit un monde du tout communication où on n'est plus capable de distinguer le vrai du faux sous l'avalanche des informations, on y est déjà. Donc il faut une supervision humaine, il faut une garantie humaine de ces outils dès maintenant. On ne peut pas se permettre d'attendre 2 ans. Merci David.
On va laisser la parole à la salle avec une première question d'Israël Nizan. Vous pouvez peut-être allumer un peu la lumière dans la salle. Je me fais piquer par un frelon et je tombe dans les pommes. Et mon neurologue préféré m'envoie en SAMU à l'hôpital pour faire une IRM. L'IRM est normale, mais le radiologue me demande juste après, est-ce que vous souhaitez qu'on mette votre IRM sur le PACS? Le PACS, c'est la réserve d'images de l'hôpital. Je suis surpris, bien sûr, toutes les IRM. Pourquoi vous me posez la question? Il me dit parce que vos étudiants pourront aller voir si votre cerveau est normal ou pas. Je prends cette boutade pour dire que avant, quand c'était analogique, et je ne regrette pas le monde analogique, mais c'est juste pour faire apparaître un énorme défaut du passage entre l'analogique et le numérique. Pour aller voir un dossier d'un patient, il fallait avoir les clés des archives, fallait. Aujourd'hui, il y a eu une collaboratrice de mon service qui a eu un cancer du sein, et il y a 52 personnes qui sont allées regarder son dossier. Alors j'ai dû faire une note de service. Attention, je sais qui est allé regarder le dossier, et le prochain qui fait ça, je le fous à la porte. Mais parce que c'est un petit milieu, un service, et je pouvais le faire. Mais aujourd'hui, il y a des assureurs qui rentrent dans les dossiers médicaux pour vérifier que l'hôpital a bien récupéré tout l'argent des actes qui ont été faits. Et pour ça, ils envoient des boîtes. Mais les assureurs, ils ont besoin de savoir qui a le sida et qui n'a pas le sida. Et donc, ma question, elle porte sur la sécurité du monde numérique par rapport au monde analogique. Je savais qu'on pouvait piquer un dossier à l'hôpital du temps de l'analogique. Mais il fallait vraiment grimper au mur. Là, on peut voler 1 million de dossiers à un hôpital, les envoyer dans une ferme en Russie et faire payer l'hôpital des sommes incroyables pour récupérer son dossier. Et à l'endroit où je travaille à Paris, il y a la clinique d'en face qui a perdu 20% de ses données parce qu'ils n'ont pas voulu payer le rançongiciel. Mais c'est encore pire que ça. C'est des données de fécondation in vitro, de contamination, de maladies sexuellement transmissibles, etc., qui touchent une population qui n'a pas envie qu'on sache que les trompes étaient bouchées parce qu'elle avait attrapé une maladie sexuellement transmissible, et ces données se baladent. Alors ma question, elle est la suivante. Est-ce que c'est vrai qu'on n'a plus d'archives et que ça va plus vite et que les dossiers sont plus accessibles? Et je connais tous les avantages. Mais est-ce qu'on prend en compte les désavantages de ce passage du numérique au numérique depuis l'analogique? Romaric, je crois que vous voulez intervenir. Alors, je comprends, je partage, je ressens totalement vos préoccupations. Peut-être 2 éléments de réponse. Premier élément réglementaire, l'Europe était quand même est en avance là-dessus, puisque, comme vous le savez, le règlement général sur la protection des données c'est quand même quelque chose qui est européen, qui s'applique depuis 2018. C'est le premier élément. Deuxième élément réglementaire, l'Europe s'inquiète beaucoup et met en place des textes contraignants sur les limitations, les contraintes entre où se trouve pour de vrai une donnée, c'est-à-dire de préférence pas aux US, et la criticité de la donnée en question. Donc ça, c'est sur le volet réglementaire. Sur le volet de la protection des données, ça fait partie des préoccupations quotidiennes, voire horaires, voire toutes les minutes, des personnes qui sont en charge des opérations autour du numérique. Et l'idée, c'est bien celle-là, c'est de reconstruire des murs, des clés, des serrures, tout ce qu'on veut autour de ces données. Et c'est pas pour rien qu'on parle beaucoup de données chiffrées. Dans la vocabulaire technique, on parle de clés, et c'est pas pour rien qu'on a eu quelques annonces politiques sur la cryptographie post-quantique, parce que, alors là, ça fait très prétentieux, mais juste pour dire qu'aujourd'hui, la sécurisation des données, ça s'appuie sur des maths, et qu'on s'inquiète aujourd'hui de savoir jusqu'à quand ces maths, finalement, résisteront aux formidables puissances de calcul qui s'annoncent. Donc, j'ai l'impression qu'il n'y a pas une réponse technique univoque,
J'ai l'impression que les sujets sont pris à cœur aux différents niveaux qui correspondent et j'espère, en tant qu'Européen, que l'Europe conservera son avance sur le sujet. David Gruson, je crois que vous vouliez... Juste 2 points de complément, oui, en appui complet, la cybersécurité en santé est une vraie question qui a été longtemps sous-estimée. Il faut investir sur ces sujets si on veut s'ouvrir à ce que le numérique amène de majeur pour l'amélioration de la santé des patients et la qualité du travail des professionnels. Il faut avancer sur les 2 pieds. Avec peut-être une remarque complémentaire, c'est que peut-être il y a le risque de cyberhacking, mais il y a aussi un autre risque de sécurité des données de santé, c'est nous-mêmes. Il y a déjà 300 000 Français qui ont envoyé leur génome hors du périmètre du RGPD pour faire des tests généalogiques. On passe notre temps sur les réseaux sociaux à y mettre des données sensibles, y compris sur le plan santé. Et finalement, les principaux alimentateurs de ChatGPT, c'est nous, par les questions qu'on lui pose, les données qu'on lui fournit. Donc il y a aussi un enjeu vraiment d'éducation première, ce qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a de bonnes pratiques de recours au numérique à faire connaître. Alors peut-être en attendant qu'il y ait des questions du public, moi je me posais la question, donc on va dire dans l'écologie du numérique, il y a le recyclage dont on a parlé, mais il y a aussi peut-être soit le gaspillage, soit quelque chose dont vous avez parlé un peu plus tôt, qui était l'idée de l'obsolescence. C'est vrai qu'on a un smartphone qui a été produit avec des terres rares dans un endroit ou qui fait travailler peut-être des enfants et qui abîme probablement très durablement le sol dans lequel ça a été fait. Ça va repartir ensuite dans une autre forme de déchetterie. Et puis, surtout, entre-temps, quand arrive la nouvelle version de iOS, eh bien, parfois, le téléphone n'est plus compatible ou alors peut-être est-il programmé pour avoir une durée de vie, ce qui pourrait être assez malin sur le plan mercantile, on va dire. Et qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il y a des moyens de réglementer ça? Alors, il y a déjà sur la partie logicielle, aujourd'hui, ça commence à arriver, puisque Apple a été assigné plusieurs fois en justice pour obsolescence programmée, justement. Et c'est notamment l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée, qui est vraiment qui essaye au maximum justement de contrer ces pratiques-là. Il y a des fabricants d'imprimantes aussi qui ont été même condamnés, je crois, pour des pratiques d'obsolescence programmée sur le fait que les cartouches d'encre où l'imprimante dit la cartouche est vide, en fait la cartouche n'est pas vraiment vide, c'est juste qu'on a imprimé assez de feuilles pour ça. Donc il commence à y avoir quelques réponses juridiques au phénomène d'obsolescence programmée. Mais pour les gros bonnets, moi je vous donne l'exemple de mon cabinet, on a un serveur qu'on a payé je ne sais pas combien, et puis là Windows n'est plus compatible. Alors, je pense que les composés fonctionnent très bien, que tout va très bien, mais pour une raison... On nous informe qu'il va y avoir une fragilité structurelle pour la structure, etc. Et finalement, c'est une question de mise à jour de logiciel. Et ça, c'est Microsoft, c'est les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire attention quand on achète. Non, mais c'est pas une blague en plus. Il y a plusieurs choses. Déjà, aujourd'hui, on a les indices de réparabilité qui existent pour les smartphones, notamment pour un certain nombre d'appareils, et ça va être étendu à de plus en plus d'appareils. Donc déjà, prendre un appareil avec un bon indice de réparabilité, ça va permettre d'être sûr qu'on puisse faire ce qu'on veut, qu'il y aura des pièces détachées disponibles, que le truc est démontable et pas collé de partout, etc. L'indice de réparabilité devrait évoluer prochainement aussi vers un indice de durabilité. Donc durabilité, ça prendra probablement en compte aussi ces aspects de combien de temps vous fournissez des mises à jour logicielles, etc., etc. Donc ça, c'est un deuxième point où là, l'aspect réglementaire, c'est pareil. On pourrait être bon sur le sujet. J'espère qu'on le sera. Et ensuite, il y a... alors là, c'est un peu plus... faut être un peu plus, entre guillemets, acheteur professionnel. Mais c'est tout ce qui est le respect des normes ouvertes et des normes et des protocoles ouverts. C'est-à-dire faire en sorte... Enfin, s'assurer
qu'on ne va pas être enfermé à un instant donné. Donc voilà, si on prend un Windows, on n'a pas cette garantie-là. Ok, mais il faut en être conscient. Et voilà, aujourd'hui, on sous-estime souvent le fait de se dire « Ah c'est bon, il y a Windows, ça marche, etc. » Oui, mais Windows, au bout de X versions, et il y a de la place pour les open, je pense que ça se passe des open source ou des choses comme ça. Il y a de la place pour ça dans ce monde de géants ? Il y a beaucoup de place pour l'open source. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que notamment les fameux data centers et notamment ceux des gros, des GAFAM, tournent sur pour la plupart, sur des systèmes d'exploitation open source. Donc, c'est bien pour dire que eux ont bien compris l'intérêt de ne pas se limiter sur ce genre de système. Donc si on a la possibilité de faire le choix de l'open source, c'est sûr que c'est une garantie, non pas... Pardon, je tousse un coup et je finis. On aura la garantie que même si l'éditeur s'arrête, et c'est ça qui est important, même si l'éditeur arrête son activité, dit « moi je ne mettrai plus à jour ce Linux-là », on aura accès aux sources, donc on pourra faire évoluer ou faire réparer. Alors évidemment, le coût sera probablement pas le même, mais on ne sera pas bloqué. Et je trouve que fondamentalement, ça change quand même quelque chose. On ne se retrouve plus bloqué, on a une solution. Alors après, elle sera peut-être compliquée à mettre en œuvre, mais ça reste une solution, ce qui est toujours mieux que zéro solution. Je crois qu'il y a une question dans le public. Merci. C'est pas une question, c'est juste une remarque, une réflexion. À vrai dire, le premier adage en médecine à l'époque, c'était ne pas nuire. Aujourd'hui, c'est savoir et même voir. C'est-à-dire on veut voir, établir des diagnostics, voir et partager ce qu'on voit. Et on veut de plus en plus voir ce qui se passe chez les autres. Il y a une nouvelle forme de voyeurisme, des nouveaux comportements des individus qui devient une forme d'abrutissement mental, je dirais. Et concernant le partage des données sur des plateformes, des partages de vidéos, c'est une source de pollution que vous aviez pu évoquer tout à l'heure au micro. Et il suffirait peut-être d'éduquer, comme vous le disiez aussi tout à l'heure au micro, nos comportements et changer nos attitudes à échelle humaine, internationale, planétaire. Hein, parce que là où on en est, c'est, je dirais, une forme de régression sociétale. Hein. Les primates étaient plus sages que nous, plus intelligents, je dirais même. Nous disposons des nouvelles technologies hyper performantes et voilà où on en est aujourd'hui. C'est pathétique quand j'observe les comportements des individus dans la rue. Ils s'improvisent vidéastes, ils filment du bullshit et ils partagent ces vidéos bullshit sur des plateformes, sur des clouds. Alors peut-être qu'il faudrait réserver ces nouvelles technologies performantes à une élite scientifique et peut-être brider un peu les méthodes policières de la vidéosurveillance et justement du pistage de données que nous avons sur nos smartphones parce que ça prend aussi des dimensions complètement absurdes. Merci. Il y a de l'inquiétude. Alors peut-être, madame, avez-vous suivi déjà les premières conférences du forum de cette semaine et que du coup, non mais on comprend bien ces inquiétudes-là, ça dit quelque chose quand même si sur la médecine, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord. Je crois que le principe de ne pas nuire est celui qui reste mis en avant depuis le début. La crise Covid l'a quand même vraiment montré. Mais je vais laisser David s'exprimer sur la suite. Oui, non. En vous écoutant, moi j'avais deux remarques. La première, c'est de dire qu'il n'existe des influenceurs que parce qu'il y a des gens influençables. Donc du coup, il faut garder les yeux ouverts, se former, réguler. Et quand je parlais de garantie humaine du numérique et de l'IA en santé, ce qu'on fait avec Etikia, avec Judith Mel, avec Hélène Marin, avec l'équipe, la pratique qu'on a de ces collèges de supervision du numérique et pas une pratique dans laquelle on mettrait systématiquement à l'index l'algorithme.
dans ce que l'on observe, et vous voyez sur le collège de garantie humaine le plus ancien, c'est un système d'IA dans le domaine des soins bucco-dentaires. Vous faites une vidéo dans la bouche d'une personne et l'IA va reconnaître par exemple le risque carieux. C'est un collège qui est animé sous égide de l'Union des dentistes. On en est à la 6e vague, donc on a un peu de recul maintenant, et les principales actions correctives ne portent pas sur le code algorithmique, mais sur la pratique humaine. Et donc il faut bien avoir ce regard des deux côtés, à 360 degrés. C'est aussi un outil d'aide à l'appropriation de l'innovation technologique, qui est une vraie révolution du diagnostic bucco-dentaire, pour permettre un meilleur accès aux soins bucco-dentaires en EHPAD, en établissement de prise en charge des personnes pour handicapés. Il faut marcher sur les deux jambes, s'ouvrir à l'innovation, essayer de la réguler autant que faire se peut. Peut-être quand même une remarque par rapport à ce qui a été dit. Moi, je réagis un peu quand même sur réserver ces outils à l'élite. Moi, je pense qu'au contraire, finalement, le numérique, c'est une nouvelle lecture. Aujourd'hui, il faut apprendre à lire et il faut apprendre à servir du numérique. En plus, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça que vos enfants qui sont en lycée ont, à partir de la seconde, des cours qui leur permettent de comprendre comment c'est construit, comment c'est fait. Sachant que comment c'est construit, comment c'est fait, pour des personnes qui ont à peu près nos âges à la tribune, finalement, naturellement, comme on a été mis au pied du mur, on a vu ces outils se construire, ce qui n'est pas le cas de nos enfants. Donc pour moi, c'est important au contraire que tout le monde y ait accès, mais en comprenant ce qui se passe et donc en comprenant où vont les données, etc. En termes d'ouverture aussi, effectivement, on va pas publier ces données n'importe comment, mais on va d'autant moins le faire n'importe comment qu'on comprend à nouveau, moi je suis très axé compréhension, comment est fait finalement l'algorithme, et donc je pense que le devoir réglementaire, c'est quelque part, modulo les contraintes de brevet, etc., d'avoir une charte de bons usages, de publication des algorithmes pour voir ce qui est fait avec les données. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des données d'un côté, un traitement de l'autre, en particulier sur l'IA, on ne comprend pas, on ne sait pas expliquer, problème d'explicabilité, ce qui est fait avec les données, et c'est ça aujourd'hui où il y a un peu de travail réglementaro-technique à faire. Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, moi juste, moi c'était par rapport à la notion d'abrutissement. Il y a une très bonne web série une série sur Arte, donc il doit encore être en rediff, qui s'appelait Dopamine, qui parlait de tous ces mécanismes-là, et notamment de qu'est-ce qui fait que les éditeurs de ces grandes plateformes, etc., comment ils savaient appuyer sur les boutons qui vont bien pour qu'on ait envie d'y revenir sans arrêt, jusqu'au moment où on en devient abruti. Et je trouvais que le docu était intéressant justement pour comprendre un peu les mécanismes et déconstruire un petit peu cette chose-là, et surtout savoir identifier quand est-ce qu'on est en train de mettre le doigt dedans, en fait. Donc voilà, je vous la recommande, elle est très bien. On n'a jamais parlé autant de dopamine qu'aujourd'hui. Une question dans le public? Une question vis-à-vis de la consommation électrique. Quelle est la part qui revient au transfert des données par rapport au stockage des données? Ensuite, il doit y avoir une limite au stockage des données, puisque les ressources minérales pour stocker, vous l'avez dit, et on le sait depuis très longtemps, sont limitées. Et troisièmement, certains parlent de l'ADN pour stocker de l'information. Est-ce que vous pouvez nous donner une information là-dessus? Merci. Alors, sur la partie transfert versus stockage, donc le stockage est moins impactant que le transfert. Donc en gros, c'est voilà, tout simplement parce que quand vous allez mettre vos données sur un disque dur, vous pouvez éteindre le disque dur, donc consommation zéro, et la donnée, elle ne bougera plus. Alors que transférer la donnée, vous allez utiliser tout un tas d'équipements réseau actifs qui vont s'activer pour faire passer votre donnée. Donc voilà, ce qu'il faut garder, je n'ai pas les ordres de grandeur en tête, mais en tout cas, transfert est plus impactant que stockage. Et sur le stockage ADN, j'en ai aucune idée. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter peut-être quelque chose? On va doucement arriver vers le mot de la fin aussi, si vous aviez... Non, juste, en fait, vous remercier pour la question, c'est-à-dire que vous avez clairement pris conscience que même transférer une donnée, ça avait un coût environnemental, donc ça fait peut-être partie des messages que vous pourrez tous ramener chez vous tout à l'heure, quand ce forum sera tristement fini.
David? C'est le mot de la fin? Ça peut être le mot de la fin, oui. Non, je pense que c'est... cette table ronde de conclusion du forum, je pense que c'est aussi une ouverture. Moi, je reviendrai sur cette idée et ça me donne moi aussi de la matière à travailler dans l'année qui vient. Il y a ces deux mouvements, ces deux défis tout à fait majeurs pour nous. Bioéthique au premier sens du terme, comment éviter la catastrophe écologique qui est déjà engagée, hein, et comment préserver notre liberté à l'heure de la diffusion massive de l'IA et des algorithmes. Et quelle est la voie de passage entre les deux? Quelle est la voie de passage? La liberté ou la survie ou la liberté? On voyait bien que l'alternative en soi, on aimerait bien tous ne pas avoir à répondre à la question, mais que pour ne pas avoir à répondre à la question, il va falloir qu'on fasse des choix forts et inventer de nouvelles manières de se saisir de ces questions. Et j'espère que la garantie humaine sera une petite partie de la réponse, mais pas toute la réponse, bien sûr. Alors ça va être le moment de conclure et cette table ronde et le Forum européen de bioéthique. Donc je vais en profiter déjà pour vous dire que je suis rassuré de voir que sur le plan du numérique, il y a une réflexion aussi forte, et notamment sur le plan écologique et sur le plan de l'intelligence artificielle et de l'éthique, question qu'on a vu naître effectivement dans vos yeux, dans vos propos, et qu'on voit grandir. Et c'est vrai que ces questions-là de l'intelligence artificielle vont probablement nous accompagner encore toute cette année, parce que j'ai vu un peu le programme de ce qu'elle allait sortir, et le vertige ne cesse de s'accroître. Donc si de cette édition, nous allons garder, je pense, une sensibilité toute particulière pour l'environnement, et je crois, peut-être sans me tromper, qu'on ne sort pas tout à fait indemne de ces quelques jours autour de ces thématiques-là. Elles vont continuer de nous accompagner, probablement l'année prochaine encore, avec, je pense, une thématique qui s'orientera effectivement vers les enjeux du numérique et les enjeux de l'intelligence artificielle, même si la question de l'environnement sera toujours probablement en toile de fond. Je vais juste prendre quelques instants pour remercier très chaleureusement l'Eurométropole de Strasbourg, la ville de Strasbourg et la région Grand Est qui financent le Forum européen de bioéthique depuis le tout début et qui nous permettent de rendre accessible cet événement gratuitement et au plus grand nombre. Nous remercions aussi tous les intervenants qui ont passé et qui ont participé à cette 13e édition, et vous êtes les derniers, et je vous remercie du fond du cœur parce que vraiment c'était une très belle table ronde de clôture. Nous remercions également tous nos autres partenaires, je vais être assez rapide, mais qui nous accompagnent dans la préparation et qui nous aident au développement et au rayonnement de l'événement. Il y a les dernières nouvelles d'Alsace du groupe EBRA, le magazine Cerveau et Psycho, la librairie Kléber, le Club de la Presse, Arte, France 3 Grand Est, France Bleu Alsace, Radio Judaïka, l'Université de Strasbourg, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, l'Université de Lorraine, la CNERER et l'ensemble des espaces régionaux de réflexion éthique qui sont très importants pour nous, le Comité consultatif national d'éthique, l'INSERM. Enfin, mais c'est très important, je voudrais quand même remercier les personnes qui ont travaillé sur cette 13e édition du Forum européen de bioéthique. Merci à tous les membres du Conseil scientifique et son président fondateur, Israël Nizan. Je pense qu'on peut vraiment l'applaudir. Bien sûr à Maud Nizan qui a consacré de très nombreuses heures à la fois pour préparer le programme, pour modérer et présenter les tables rondes de la semaine. Je pense que là aussi c'est le moment de l'applaudir. Et puis la Société de l'Atelier des 4 et plus particulièrement Raphaël Bloch qui nous accompagne dans la préparation, qui coordonne l'ensemble des événements. Et sans lui, c'est sûr que vous n'auriez pas eu de forum cette année. Et bien sûr aussi encore un mot pour les équipes de Goodway qui ont conçu l'affiche, qui animent les réseaux sociaux, les équipes de la ville de Strasbourg et bien sûr Boulevard des Productions qui nous accompagnent depuis le début. Et puis cette année était une année un peu difficile, ils ont été au rendez-vous, ils étaient là. Donc vraiment, je pense qu'on peut tous les applaudir une dernière fois et je vous donne rendez-vous pour la prochaine édition l'année prochaine. Et je souhaite des applaudissements tout particuliers pour Aurélien, qui a pris dans des conditions un peu difficiles la présidence du forum et qui a su non seulement le continuer, mais le faire grandir et en faire une vraie réunion,
un vrai média auquel les Strasbourgeois sont attachés, auquel nous sommes tous attachés, parce que c'est une semaine où on peut prendre le temps de réfléchir. Et je dois dire que cette année, comme les autres années, j'ai viré ma cutie sur plein de sujets de l'environnement. J'étais dans le déni, je n'y suis plus. C'est pas plus confortable, mais c'est plus véritable. Merci Aurélien.